Bien, nous changerons de syllabus et nous allons attaquer maintenant l'optique. Je vous rappelle en fait le spectre que je vous avais déjà présenté quand on a parlé des ondes en général. Voilà en fait tout le spectre électromagnétique. Donc tout ceci, c'est une seule et même famille constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui voyagent dans l'espace. Souvenez-vous de la propriété qui dit que si je fais le produit de lambda par nu, ceci donne la vitesse de propagation de l'onde. Ce qui fait que si on travaille dans le vide, ceci est égal à c, c'est-à-dire 3 10 exposant 8 mètres par seconde. En toute généralité, nous verrons plus tard que la vraie loi, c'est lambda nu est égal à la vitesse qui est donnée par c sur n. N, c'est l'indice de réfraction du milieu et c'est une fonction de lambda. Bien, revenons-en à la propagation dans le vide. Vous voyez donc que le produit de lambda par nu est égal à une constante. Ça veut dire en fait que si je fais cette échelle, je peux la voir de deux manières, ou bien je la représente avec la fréquence, et à ce moment-là, je prends la fréquence qui augmente vers la droite, tandis que si je la représente en termes de longueur d'onde, la longueur d'onde augmente vers la gauche. Donc je vous rappelle brièvement, dans cette immense famille, nous avons ici une toute petite bande, mais qui nous est très précieuse, c'est la bande visible. Donc là-dedans, si je fais la décomposition, si je regarde les couleurs de l'arc-en-ciel, nous voyons à 400 nanomètres la frontière entre le violet et l'ultraviolet, de l'autre côté la frontière entre le rouge et l'infrarouge. Et là, nous sommes à 700 nanomètres. Entre les deux, eh bien, vous retrouvez toutes les longueurs d'onde monochromatiques, donc vous avez toute la lumière monochromatique, entre le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge, et puis vous arrivez ici de nouveau à l'infrarouge. Donc, en dehors de ce domaine visible, nous avons de ce côté-ci le domaine que l'on appelle ultraviolet, que l'on scinde parfois aussi en deux en parlant de UVA et de UVB. D'où vient cette distinction? Eh bien, ou encore UV proche et UV lointain, les UV proches, sous-entendu proches du visible, ne sont pas dangereux pour la peau, tandis que les UV lointains, eux, peuvent faire des dégâts au niveau de la peau. Si on va encore plus loin en fréquence, et nous verrons plus tard, aller plus haut en fréquence veut dire aussi aller plus haut en énergie, nous arrivons dans le domaine des rayons X et encore plus haut le domaine des rayons gamma qui eux sont d'origine nucléaire. Si je vais de l'autre côté, en dessous du visible, j'ai le domaine infrarouge. En dessous des infrarouges, nous avons les micro-ondes. Là, on est dans le domaine des radars. Donc, nous sommes quelque part en longueur d'onde entre 1 cm et 1 mm. Si je vais encore plus à gauche, j'ai le domaine de la télévision et de la fréquence modulée. Puis, j'arrive aux ondes radio, les ondes courtes, les ondes moyennes et les ondes longues. Bien, nous allons voir d'abord les perceptions visuelles. Vous connaissez bien sûr Isaac Newton, qui nous a apporté énormément dans le domaine de la mécanique et dans notre compréhension de la gravitation, mais Newton a contribué énormément aussi dans le domaine de l'optique, en bien et malheureusement aussi parfois en mal, comme on le verra plus tard. En fait, qu'a fait Newton? Il a pris une source de lumière blanche, en l'occurrence évidemment la seule grande source de lumière blanche disponible à l'époque, c'était le Soleil. Donc il a pris le Soleil qu'il a collimaté pour créer un faisceau bien dirigé, et il a envoyé en fait cette lumière blanche sur un prisme.
et il a constaté en fait que le prisme dispersait les couleurs. À une extrémité ici, il avait le rouge. De l'autre côté, il avait le violet. Je n'ai pas de couleur violette, mais ici, donc, on est au niveau du violet. Entre les deux, vous avez toutes les couleurs pures de l'arc-en-ciel. Vous avez notamment toute la bande des verts. Donc ici, j'ai le vert, mais de nouveau, c'est toute une bande de vert, comme j'ai une bande de rouge, une bande de bleu, et ainsi de suite. Imaginez maintenant que sur cette bande de vert, je mette encore un collimateur pour prendre une nuance de vert. Et je recommence l'expérience, c'est-à-dire que je vais de nouveau mettre ici un prisme et je regarde ce qui sort. Je vais voir cette fois-ci que j'ai toujours le même rayon. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné ici une longueur d'onde bien précise. Une fois qu'elle a été sélectionnée, je ne peux pas la décomposer davantage. Donc j'ai obtenu ici une couleur monochromatique. Donc j'ai un seul lambda. Bien, je vous montre directement quelques propriétés du Soleil d'une part, ou plutôt de la lumière que l'on reçoit du Soleil, et puis du fonctionnement de notre œil. J'ai représenté ici, vous voyez, ces trois graphiques. Attention, parce que le graphique du haut va plus loin que notre domaine visible, donc je vais mettre une frontière bien nette pour dire qu'en fait, vous voyez ici 700 nanomètres, nous ne voyons pas plus loin que ça. Okay. Donc voilà en fait la gamme où nous voyons. Bon, dans le spectre du haut, vous avez en fait l'intensité que nous recevons du Soleil en fonction de la longueur d'onde. Donc, vous voyez qu'en fait le Soleil émet un maximum dans le vert. Mais nous, en fait, nous recevons tout ceci. Et donc, si vous prenez l'ensemble, ceci nous paraît comme étant une lumière blanche. Et c'est vrai qu'en première approximation, eh bien, regardez en fait l'intensité en fonction de la longueur d'onde. On peut dire qu'en première approximation, cette intensité est constante. Le deuxième graphique vous montre la sensibilité de notre œil en fonction de la longueur d'onde. Donc nous voyons que notre œil est particulièrement sensible ici dans le jaune, et si on s'en écarte, eh bien notre œil devient complètement insensible, il ne voit plus au-delà de 700 nanomètres. Là, nous sommes arrivés dans le domaine infrarouge. De la même manière, de l'autre côté, si je vais plus bas que 400 nanomètres, je tombe dans le domaine ultraviolet. Vous pouvez voir en fait aussi un phénomène, vous savez que parfois on utilise des pointeurs laser. Dans le temps, on utilisait tous des pointeurs laser dans le rouge, hein, mais il faut savoir que dans le rouge, en fait, le pointeur laser a une longueur d'onde, je ne sais plus le chiffre exact, mais on est aux alentours de 680 nanomètres. Attention, parce qu'en fait, il existe deux types de laser rouge. Il y a d'une part le pointeur laser, hein, celui qu'on utilise dans les cours, qui fait 680 nanomètres, et puis vous avez le laser rouge de laboratoire, qui lui est complètement différent. Il n'est pas fait avec des semi-conducteurs, mais il est fait avec de l'hélium néon. Et là, on se trouve à 630 nanomètres. Donc, on se trouve ici. Donc, ça, c'est le laser hélium néon. Vous avez vu que souvent au cours, j'utilise un pointeur vert, et vous voyez tout de suite l'avantage, c'est que ce laser a une longueur d'onde de 530 nanomètres, donc je suis ici. Ça veut dire qu'à puissance égale du pointeur, ce qui est le cas, hein, tous les pointeurs que l'on utilise font typiquement 1 à 3 milliwatts,
eh bien, en fait, notre œil est beaucoup plus sensible à ce laser vert qu'au pointeur rouge qui, lui, se trouve à 680 nanomètres. C'est pour ça que je préfère utiliser le pointeur vert. Là, on ne peut pas le rater, on le voit très très bien à l'écran. Dans la troisième partie ici, vous avez le spectre de nouveau de l'arc-en-ciel. Souvenez-vous de ce que je dis dans une vidéo, c'est qu'il est très difficile de reproduire en fait les nuances exactes de l'arc-en-ciel, souvent par les limitations des semi-conducteurs, quand il s'agit de faire de la télévision ou bien des smartphones. Donc le rendu n'est jamais absolument fidèle. Et d'autre part, c'est un véritable casse-tête aussi pour les imprimeurs. Avoir un véritable, un bon rendu fidèle des couleurs, c'est terriblement difficile. Pour vous en convaincre, allez voir sur Google, tapez arc-en-ciel et demandez à voir les images d'arc-en-ciel. Vous verrez que d'une source à l'autre, vous obtiendrez des images différentes. Bien, essayons de comprendre maintenant comment fonctionne notre œil, ou plutôt quelle est la structure de notre œil. Tout se passe au niveau de la rétine. C'est là que nous avons les capteurs de lumière. Et en fait, nous avons deux types de capteurs. Nous avons d'une part les bâtonnets qui sont au nombre de 120 millions. Et d'autre part, nous avons un autre type de capteur, les cônes. Les cônes, eux, sont au nombre de 6 millions, donc beaucoup moins de cônes que de bâtonnets. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux capteurs? Eh bien, les bâtonnets ont comme défaut de ne travailler qu'en noir et blanc. Donc, ils sont sensibles à la lumière, mais pas à la couleur. En revanche, ils sont très sensibles à la lumière en général. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre clarté, les bâtonnets répondent. Pour les cônes, c'est exactement le contraire. Eux sont sensibles à la couleur, ils voient la différence entre du jaune, du vert et du rouge, mais en revanche, ils sont peu sensibles. Ça veut dire que pour que les cônes envoient un signal au cerveau, il faut qu'il y ait une intensité minimale, sinon les cônes ne marchent pas. C'est la raison pour laquelle, si vous vous promenez le soir quand il commence à faire très sombre dans votre jardin, vous pouvez encore voir un arbuste, par exemple, et vous voyez ses fleurs, mais à un moment donné, quand il commence à faire sombre, vous ne voyez même plus la couleur des fleurs. Vous voyez que les fleurs sont là, mais est-ce qu'elles sont jaunes, est-ce qu'elles sont roses, vous n'en savez plus rien. Pourquoi? Parce qu'avec ce niveau de luminosité, les bâtonnets marchent, mais plus les cônes. Et d'où l'adage aussi que la nuit, tous les chats sont gris. En effet, que peu importe la couleur du chat, vous le verrez en gris. Je vous montre, avant d'aller plus loin, la structure justement de la rétine. Donc vous avez ici à gauche une photo de notre rétine. Bon, vous voyez qu'il y a ici une ligne entre les deux. Ce côté-ci, c'est du côté nerveux, donc à l'arrière de l'œil. Tandis que ceci, c'est le côté qui fait vers l'avant de l'œil. Et vous voyez très bien la différence entre les cônes et les bâtonnets et pourquoi on appelle ça les bâtonnets. Donc voilà les bâtonnets et vous avez ici quelques cônes. Donc vous remarquez aussi que le nombre de bâtonnets est beaucoup plus important que le nombre de cônes. Dans les cônes, il y a encore une nuance parce que nous n'avons pas un type de cône, nous avons trois types de cônes. Et voilà la sensibilité des trois types de cônes en fonction de la longueur d'onde. Donc vous avez un cône qu'on appelle le cône bleu, dont la sensibilité est essentiellement centrée sur le bleu et le violet. Vous avez à l'opposé ici le cône dit rouge, qui est sensible dans le rouge, mais aussi dans le jaune et encore dans le vert. Et puis vous avez un troisième type, ce qu'on appelle le cône vert, qui lui travaille essentiellement entre les deux autres. Vous connaissez tous en fait la maladie que l'on appelle le daltonisme. Donc chez certaines personnes, un ou deux types de cônes ne marchent pas. Le daltonisme le plus connu, c'est celui qui ne permet pas de distinguer entre la couleur du rouge et du vert. Et on sait très bien que
eux, par exemple, ne peuvent pas voir la différence entre le feu rouge et le feu vert dans les feux tricolores. Donc, eux doivent retenir par cœur que quand le feu du haut est allumé, ils ne peuvent pas passer. Tandis que quand c'est le feu du bas qui est allumé, à ce moment-là, ils peuvent passer. J'ai vu un jour un article dans une revue scientifique très très sérieuse, mais ça m'a fait bondir parce que le titre de l'article était Voilà ce que les daltoniens voient. Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous savoir ce qu'un daltonien voit si vous n'êtes pas daltonien? C'est un pur non-sens. Et je parlais de ce défaut, donc il ne permet pas de distinguer la différence entre un rouge et un vert, ce qui nous semble complètement étrange. En revanche, il faut savoir que chez les daltoniens, la plupart d'entre eux ont acquis une hypersensibilité dans des petites nuances de couleur. Par exemple, vous pouvez prendre deux nuances très proches de beige, vous montrez ça à un non-daltonien, et il peut hésiter. Il ne sait pas s'il a affaire à deux beiges différents ou bien au même beige. Alors que vous présentez les deux mêmes beiges à un daltonien, et lui ne va même pas comprendre qu'on puisse hésiter entre les deux, parce que pour lui, c'est vraiment deux couleurs complètement différentes. Donc vous voyez que on peut parfois compenser par d'autres capacités que d'autres n'ont pas. Bien, je reviens à l'écran précédent. Pour dire qu'à partir de là, en fait, les gens se sont très vite posé la question, existe-t-il un jeu minimal de couleurs à partir desquelles on pourrait reconstituer toutes les autres couleurs? Et la réponse est oui. Ce jeu minimal existe et il n'en faut pas beaucoup. Il suffit de 3 couleurs et à partir de ces 3 couleurs, vous pouvez reconstituer toutes les autres. Mais le tout maintenant, pour savoir donc quelles sont ces couleurs, il faut savoir si on travaille par addition des couleurs ou bien par soustraction des couleurs. Si on travaille par addition des couleurs, c'est le cas par exemple de la télévision, du cinéma, donc de la projection en général. Les 3 couleurs fondamentales sont le rouge, en anglais green, donc G, et B pour le bleu. Donc si vous le voyez en français, bien sûr, ce sera rouge, vert, bleu. Ça, ce sont les 3 couleurs fondamentales. Je vous montre tout de suite ceci avec une petite animation. Donc voilà en fait mon écran blanc et j'ai placé ici 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. En fait, j'ajoute des couleurs. Eh bien, vous voyez que si je prends du rouge et du vert, aux endroits de l'écran où j'ai mis du rouge et du vert, j'obtiens du jaune. Mais c'est évidemment pas un jaune monochromatique, c'est un mélange de rouge et de vert. Mais notre œil et notre cerveau qui reçoivent cette information voient ça comme du jaune. Si je m'amusais à mettre un prisme ici devant, en fait, je verrais qu'il n'y a aucun jaune, je retrouverai un faisceau rouge et un faisceau vert. Donc c'est un jaune composite, mais qui n'est pas une couleur monochromatique. De la même manière, vous voyez qu'entre le rouge et le bleu, j'obtiens cette couleur-là, entre le vert et le bleu, j'obtiens cette couleur-là. Et si j'ajoute les 3 couleurs dans les bonnes proportions, eh bien au centre, j'obtiens du blanc. Maintenant, je peux en fait créer toutes les couleurs que l'on veut. Il suffit simplement que je dose la quantité de rouge, de vert et de bleu. Regardez, je vais jouer tout à fait au hasard ici. Vous voyez que mon jaune, qui était plutôt un jaune doré, devient maintenant une espèce de jaune citron. Et puis il va pâlir encore davantage. Si je change ici le vert, vous voyez ce que ça me donne comme nuance supplémentaire. Et si je change le bleu, vous voyez ici, j'ai créé maintenant une espèce de rose
ou de rose fuchsia. Donc vous pouvez jouer ici avec ces trois couleurs et vous pouvez reconstituer toutes les couleurs que vous voyez. Ici, donc, nous avons travaillé par addition des couleurs. Une autre manière de travailler, c'est de travailler par soustraction des couleurs. Ça, c'est le cas obtenu par un jeu de filtres ou encore c'est ce qu'on obtient avec de la peinture. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est intitulée, je crois, Expérience 5, soustraction des couleurs. Si on travaille par soustraction des couleurs, les trois couleurs fondamentales sont le rouge, le jaune et le bleu. Et en fait, si je prends de la couleur jaune et de la couleur bleue, imaginez un peintre qui aurait épuisé sa couleur verte, eh bien, il sait très bien que s'il mélange de la peinture jaune et de la peinture bleue, le résultat sera une couleur verte. Ici, nous avons travaillé par soustraction des couleurs.